Qu'elles évoluent dans la presse écrite, la radio ou la télévision, les femmes prennent de plus en plus de place dans le paysage médiatique ivoirien. Alors, est-ce que cette présence féminine influence la société, notamment sur les questions de genre? Les femmes sont-elles prises au sérieux dans les cercles médiatiques dans lesquels elles évoluent? Quelles réalités sont-elles confrontées au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour Aurélie. Ça va? Ça va? Ça va et toi? En forme? Toujours. Toujours. Ouais. Et toi Didja? Très bien. Alors en mode python, reptile, c'est python? Oui, l'animal n'a pas souffert. Classe et sexy à la fois. Oui, tu précises que c'est du faux. Hein, voilà, c'est du faux. Là, il n'y a aucun animal qui a souffert. Dans la préparation et la confection de cette tenue. Exact. Très jolie en tout cas. Ouais. Alors les filles, aujourd'hui on parle des femmes de médias, donc de nous. Hein, en particulier des journalistes, donc des personnes qui sont présentes donc, dans les différents médias, presse écrite, radio ou télévision, mais pas que. Donc les femmes vraiment qui participent de ce paysage médiatique ivoirien. Alors, à votre avis, est-ce qu'elles prennent de plus en plus de place dans ce paysage médiatique? Est-ce qu'elles ont plus de force? Est-ce qu'elles ont un rôle plus important que par le passé? J'ai envie de dire oui et non à la fois. Oui, parce que... Il y a quelques années en arrière, ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que la libération de l'espace audiovisuel a vraiment boosté les choses. Il y a beaucoup plus de femmes à l'écran et même ailleurs, à la radio et tout ça. C'était un peu plus difficile. Enfin, c'est toujours un peu plus difficile quand on finit ses études, de rentrer dans une maison de presse, voilà, de rentrer, de pouvoir débuter. C'est le début qui est toujours un peu compliqué. Moi, je me souviens, quand j'ai fini mes études, j'ai pas pu... Pour avoir un stage, c'était hyper compliqué. Ça, c'était des études de journalisme. De journalisme. Et quand j'ai fini, j'ai eu un stage au digital. Voilà, comme par hasard. Et puis après ça, j'ai dû me mettre dans la production parce que niveau journalisme, c'était très compliqué, c'est hyper compétitif, très masculin à l'époque. Donc on n'avait pas forcément de place pour nous autres qui débutions, mais c'est en train de changer et je suis très contente. Ouais. Et toi, Aurélie? Alors, presse écrite, je ne m'y connais pas vraiment, donc je préfère ne pas m'avancer dessus. Par contre, effectivement, depuis la libéralisation de l'audiovisuel, il y a beaucoup de femmes qui, on va dire, qui ont de la possibilité de pouvoir, en tout cas, exprimer leur talent. Après, je me demande, est-ce que ce n'est pas plus par rapport à leur talent ou est-ce que c'est parce que la femme fait vendre à la télé. Donc, il y a aussi ce côté qu'il faudrait... C'est un peu ça que je me pose comme question. Toujours est-il que, dans tous les cas, c'est toujours intéressant quand même que les femmes, en tout cas, fassent partie de ce paysage, parce que j'estime, en tout cas, et on pourra poser cette question à nos invités, qu'on est toujours beaucoup plus méticuleuse dans nos articles, plus crédibles. Après, il y a aussi le problème de la rémunération salariale. Est-ce que les femmes ont le même salaire qu'un journaliste équitable? Est-ce que le salaire est équitable? Ce sont toutes ces questions-là quand même qu'on se pose. Et savoir si effectivement il y a encore ce côté misogyne qui existe ou pas. Donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Je suis très contente que tu soulèves le point de l'image, de la compétence et de l'image, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des journalistes à la télé. C'est vrai que... qu'on se le dise, il n'y a pas que des journalistes à la télé. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision veulent vendre. Et il faut de belles femmes pour vendre. Donc voilà, malheureusement, ça met un peu à l'écart des personnes qui ont du talent, qui ont des compétences, au profit, qui n'ont peut-être pas un physique avantageux, malheureusement. Ouais. Bah après, c'est vrai que la télé, ça a toujours malheureusement, malheureusement fonctionné comme ça. Il faut que tu puisses passer à la télé, que tu sois télégénique au moins. Et c'est vrai que chez les femmes, il y a des considérations encore plus importantes. Plus superficielles. C'est-à-dire vraiment, on va aller sur certains critères pour sélectionner les personnes qui passent à l'antenne. Mais au-delà de ça, c'est vrai que si tu vois aujourd'hui, tu vois plus de femmes faire présenter le JT de 20h. Bon, on a Mélina Mac ici, donc sur le journal de la NCI. Il y a des femmes sur d'autres chaînes concurrentes. Alors, est-ce pour autant qu'elles ont le même pouvoir décisionnel que les hommes? Parce qu'en réalité, l'antenne, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Hein. On peut présenter, mais pas forcément avoir le même rôle dans la rédaction. Au niveau de tout ce qui se fait. Bon, après,
Chez nous, c'est particulier quand même. Il y a des femmes quand même qui sont à des postes importants, qui décident. Et c'est bien de le dire. Et c'est bien, de le dire. C'est bien de le dire. Alors, on va porter la question sur la place publique. La question aujourd'hui que l'on vous a posée, c'est quelle femme connaissez-vous justement dans ce paysage médiatique ivoirien? Quelle femme de médias connaissez-vous? On va écouter vos réponses dans ce micro-trottoir. Je connais Connie Touré, Caroline Da Silva, qui est à Saint-Midi. Voilà. Je les admire bien, elles me plaisent bien, voilà, elles sont là, elles se battent aussi comme des hommes, quoi. Voilà, j'adore ça. Je connais Caroline Da Silva à Saint-Midi. Je la côtoie souvent. Je connais Maman Naomi. Elle, c'est une amie à mon papa. Donc, elle, au fait, elle venait à la maison souvent, beaucoup causer avec mon papa, tu vois, j'avais une aussi, mais j'ai oublié son nom. Elle faisait beaucoup le journal parler de 20h. Bon, ce que j'aime, c'est Caroline. Caroline, elle, quand elle fait ses présentations, elle présente sur les émissions sur Saint-Midi. Elle n'a pas de pression, elle n'est pas trop, elle est dévouée. Et puis tu vois qu'elle a fait ça avec le cœur. C'est ça qui me plaît chez Caroline. Et puis elle sait parler avec les invités de Saint-Midi. Ok. Et puis Maman Naomi, bon, au fait, quand j'étais petit aussi, je partais avec Radiotoscope. Maman Naomi aussi, elle sait prendre la jeunesse, surtout les enfants. Elle sait faire rigoler, elle sait faire beaucoup de choses. Donc, elle aussi, je l'apprécie beaucoup. Je connais bien Caroline Da Silva, il y a Connie Touré, il y a Eva. En tout cas, concernant les filles, bon, c'est ces noms-là. Elles sont bien, c'est un métier qu'elles aiment bien. Surtout Caroline, en tout cas, elle maîtrise sa chose. Elle a la manie de la chose. Elle sait faire rigoler. En tout cas, elle sait jouer sur la scène. C'est le même nom qui revient, hein? Caroline Da Silva, Caroline oui. Da Silva, bon, c'est RTI, c'est normal. C'est vrai qu'il y a quand même une expérience télévisuelle qui est plus longue. Ça fait partie de l'histoire médiatique et télévisuelle de la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais encore une fois, je pense que ce micro-trottoir confirme un peu ce qu'on disait, c'est qu'on connaît les femmes de l'antenne. C'est ça. Qui c'est qui est présidente de radio, qui est... Absolument. Tu vois ce que je veux dire, qui est derrière... On a une invitée ici, je suis sûre qu'il n'y a personne qui la connaît. Parce que si tu fais pas d'antenne, on ne te connaît pas. C'est ça. C'est Voilà. ça, on s'intéresse plus à celles qu'on voit, qui sont en première ligne, alors qu'il y a un travail monstre qui est fait derrière et que voilà, tout le monde s'en fout un peu. Et il faut C'est qu'on en dommage, parle hein. aujourd'hui. Hein. Ouais, Ouais. absolument. Parce que je pense que déjà, même les métiers du journalisme et des médias sont peu connus du grand public. On pense tout de suite à la présentatrice ou au présentateur, peut-être un petit peu à la production, et je ne suis pas sûre, mais moins aux journalistes reporters d'images, à tous ces différents rédacteurs, voilà. à tous ces métiers qui existent. Et sur lesquels ou dans lesquels les femmes exercent également. Alors, les filles, comme d'habitude, on va à présent accueillir nos invités du jour, qui sont justement des femmes de médias en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons Marie Mactar Nyang, qui est donc journaliste consultante, Ma Camara, qui, elle, est la première femme JRI de Côte d'Ivoire, aussi présidente de l'Association de presse étrangère de Côte d'Ivoire, et aussi Lindsay Sibahi, notre chère Lindsay Sibahi, donc de la maison. Tout à fait. Ça va? Très bien. Et vous? Ça va, ça va. Bonjour mesdames. Bienvenue à tous. Merci, Alors, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors l'INSEE, Oui. ça fait quoi d'être sur le Ici, plateau des femmes ça- invitées? Je pose la question à l'INSEE d'abord parce que bon, c'est... Non, ça change. Je suis honorée d'avoir été invitée. Merci beaucoup, les filles. Et puis, non, je suis très contente, puisque surtout nos bureaux sont côte à côte. Bah oui, Donc, on se voit tous les jours, on travaille en On se voit- coulisses on se voit exactement. ensemble, ou en tout cas on discute ensemble. Tout à fait. Et c'est différent quand même d'être à la place invitée. Oui, Quand même. d'être à la place invitée que d'être à la place chroniqueuse. Exactement. Voilà, alors nous sommes en compagnie, comme je le disais tout à l'heure, de Marie Mactar Nyang, journaliste consultante, Lindsay Sibahi, journaliste multimédia, parce que tu viens autant de la radio, Oui. tu viens de la radio, mais Tout à aujourd'hui tu fait. fais de la télé, Absolument. rédactrice en chef aussi de la télé d'ici, et Ma Camara, première femme JRI de Côte d'Ivoire, mais aussi présidente de l'association de la presse étrangère. Donc plusieurs cordes à son arc également. C'est souvent le cas hein, d'ailleurs dans ce métier. On est des femmes ou on a des personnes, disons, qui exercent plusieurs... qui On est ont multifonctions, plusieurs- justement. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important, justement, peut-être qu'on va commencer par ça, d'avoir plusieurs cordes à son arc et de pouvoir faire plusieurs choses à la fois? Marie Mactar. Bonjour, d'abord merci de m'avoir conviée sur ce plateau
pour discuter un peu. Je me rends compte que je suis la plus âgée de vous toutes, parce que je suis de la génération, on va dire, fréquence 2. Donc Et c'est bien qu'on ait justement ces voilà. générations différentes. Et donc, je pense que d'abord, à la formation du journaliste à l'école, comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, on est médecin, on sait d'abord faire tout, C'est ça. même si on n'est pas là en profondeur. Voilà. Donc, le journaliste, c'est d'abord celui qui sait faire tout, ce qui concerne les métiers de la communication. Et ensuite, parce que moi, j'ai fait l'école de communication, le CERCOM. Donc, je suis, on va dire, aussi multi. Et puis, j'ai choisi de faire de la radio. Donc, on a quand même ses cordes à son arc. Et puis, quand on arrive, on a un coup de cœur pour une particularité, une spécificité professionnelle. En ce moment-là, on choisit. Et puis, bon, moi, j'avais choisi de la radio. J'avais choisi de faire de la radio, j'en ai fait, c'était passionnant, vraiment j'ai aimé. Ça a bouffé ma vie, mais je ne regrette pas. Ça a bouffé ma vie. Oui, ça a bouffé ma vie parce que j'avais pas de vie. Quand tu te réveilles tous les jours à 3 h du matin pour aller au travail, pour faire un journal, bon, le journal, vous savez, vous êtes dans la presse, vous savez le temps de préparation que ça prend. Par rapport au temps de... Et puis c'est le journal du matin. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que moi, j'étais plutôt du matin. Et puis ensuite, j'étais aux Nations Unies. Donc, j'ai fait plutôt, on va dire, de la presse un peu écrite. Parce que je n'ai pas fait de la radio aux Nations Unies. Ouais. J'ai fait plutôt de la presse écrite à la communication. Ouais. Donc, pour moi, un journaliste, vous pouvez être même en radio aussi. Ouais. Vous êtes aussi dans la presse écrite. Parce que moi, j'ai commencé en vérité dans la presse écrite. Et puis, ça ne m'a pas trop passionnée parce que c'était... Pour moi, c'était un média un peu froid. Voilà, donc moi, je suis assez rapide, assez... L'action. Voilà, donc je préférais... C'est un peu pareil à la télé, on préfère un peu le rythme un peu plus rapide. D'accord. Alors, Ma et Lindsay, pour vous, c'était pareil. C'est quoi le point de départ de cette carrière dans les médias et dans le journalisme? Alors, moi, j'ai commencé aussi par la radio. Voilà, j'ai commencé par la radio. Je suis partie de radio en radio sur le plan international. Et après, j'ai fait de la presse écrite. Et après, j'ai fait de la télé. Et comme je me connaissais déjà en réalisation cinéma, parce que j'ai fait bien avant tout ça la réalisation cinéma et la production. Donc, j'ai commencé à faire des productions télé. Et j'ai commencé à être correspondante pour certains médias. Ici en Côte d'Ivoire, je les représentais et c'est comme ça que je me suis formée en tant que JRI. Et par hasard, j'étais la première femme journaliste reporter d'images. C'était en quelle année ça? C'était autour de du côté JRI, autour de 2000. 2000, voilà, la télé. Là, c'est pas si vieux. La télé, c'est autour de 2000 que j'ai commencé. Je fais partie de la génération intermédiaire. Voilà. Et juste, on va préciser que journaliste reporter d'images, donc c'est ce journaliste qui va avec sa caméra pour faire des reportages et qui prend les images, mais qui va aussi faire de la rédaction. C'est ça, c'est une rédaction vraiment, voilà, une rédaction à part entière. Donc, il faut être capable de trouver les sujets, il faut être capable de filmer, il faut être capable de mixer, il faut être capable de monter et de pouvoir diffuser parce qu'il y a beaucoup de journalistes reporters d'images qui travaillent en freelance. Donc, il faut être capable de vendre votre sujet. Donc, en réalité, être JRI, c'est un vrai c'est une vraie télévision à vous toute seule, quoi. Voilà. Une télévision à vous toute seule. À vous toute seule. Lindsay. Moi, raconte un petit peu. Mon parcours, moi, j'ai commencé comme vous, par la radio. Après, je fais partie donc, de la jeune génération. Donc, je suis sortie d'école. J'ai voulu plutôt me diriger vers la radio. C'était cette volonté et je trouvais ça magique, le fait de pouvoir, en fait, de rentrer dans le quotidien des gens. Avec la télé également, mais c'est-à-dire que la radio, à n'importe quel moment, on allume la radio, que ce soit en voiture, à la maison, chez des amis, on est dans leur quotidien et c'est ça qui me plaisait. C'était le fait qu'à un certain moment, et puis il y avait aussi l'actualité, le direct. C'est vraiment des choses où à chaque fois qu'on allume le micro, il y a ce petit track et dès qu'on commence à parler, le track part. Et là, on s'éclate. Exactement, on s'éclate. Après, je rejoins... Voilà ce que Madame aussi disait concernant les matinales, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout de vie, on est décalé par rapport au reste du monde. C'est exactement ça, c'est-à-dire que se lever tous les matins à 3 h, puis après il faut préparer aussi l'émission du lendemain, donc on travaille jusqu'à au moins midi, 1 heure, et puis on rentre, et puis enfin bref, c'est tout un truc, c'est un cycle en plus. Voilà, c'est un cycle. Et est-ce que tu te plais autant à la télé aujourd'hui ?
Oui. Alors, c'est vrai que j'ai commencé. Je suis une amoureuse de la radio. J'adore la radio. Je pense qu'à un moment donné, je retournerai en radio d'ailleurs. Je me plais beaucoup en télé, mais la radio, c'est différent. Il y a ce petit, je sais pas. Petit côté magique. Moi, je fais de la télé, mais j'adore la radio parce que vous racontez une personne, vous imaginez une personne qui écoute et qui imagine. En télé, on voit, qui imagine la scène, qui imagine. Vous racontez l'histoire avec un rythme, avec. C'est scénarisé, au fait. Ouais. Donc, c'est magique, la radio. Ça laisse place à l'imagination. Voilà, c'est vraiment magique. Alors, justement, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout de la radio. J'ai toujours eu peur de la radio. Moi, je sais pas. C'est une phobie. Je sais pas, c'est pas une phobie, mais j'ai toujours eu peur de faire de la radio. J'ai eu cette expérience. J'étais partie au Liban, à Beyrouth. Et il y a des grottes là-bas qu'on appelle les grottes de Djeïta. Donc, on est rentré dans les grottes. Et moi, j'ai fait le reportage sur les stalactites, les stalagmites, les rivières qu'il y avait dedans. Mais les gens avaient l'impression d'être dans les grottes. C'est un challenge. Ils avaient l'impression d'être dans les grottes. Donc, quand je suis rentrée sur Abidjan, ils ont dit, mais nous, on est partis dans les grottes de Djeïta. Je dis, comment ça? Il dit, mais tu nous as emmenés dans les grottes de Djeïta. Vraiment, c'est ça le pouvoir de la radio. Et c'est le pouvoir et la magie de la radio, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les images, mais à travers la voix. Donc on fait voyager les gens. Exactement. Et peut-être que pour revenir à la question qu'on abordait avec les filles avant que vous nous rejoigniez en plateau, la différence justement de la radio vis-à-vis de la télé, c'est qu'on n'a pas cette image, donc du coup ce besoin d'avoir une sorte d'apparence un peu limite parfaite et pristine. On part en radio, on est à moitié réveillé, on ne s'est pas maquillé, ça passe très bien. Est-ce que pour vous, c'est une considération qui compte? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez justement de ce rapport à l'image qu'on peut avoir en télé, qui est complètement différent par rapport à la radio? J'ai l'impression qu'en radio, c'est vraiment venez comme vous êtes. Ouais. C'est-à-dire qu'on se... Enfin, comme vous venez de le dire, peu importe, on s'habille, et la télé, il faut vraiment être calibré pour la télé. Avoir un certain standing, être tout le temps très bien apprêté. On ne peut pas venir à la télé comme on vient à la radio. Non. Personnellement, je ne venais absolument pas comme ça à la radio. T'étais pas comme ça à la radio du tout. Il y a de plus en plus de radios qui font du live maintenant. Oui. Comme oui. Du coup, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Mais... On parle là de l'importance de l'image. Oui. Parce que je veux dire, l'être humain, il a son quotidien qui contient ce qu'il y a de bon, ce qu'il n'y a pas de pas bon. Quand il va voir la télé, il veut quelque chose qui lui permette de rêver. Quand il voit un joli visage, une personne bien mise, même si son minois n'est pas très beau, mais l'essentiel, quand elle a de la classe, de la grâce, il est captivé, il a envie de regarder. Ça fait déjà, ça donne un point. Disons que c'est par step. C'est ça. Voilà. Et donc, quand tu viens à la télé, il faut que tu aies quelque chose qui accroche. Je me rappelle, à l'époque, il y a eu un film qui est passé sur une chaîne européenne. Il y a un monsieur qui a fait une dépression. Simplement parce qu'il avait l'habitude de voir sa présentatrice du 20h, tous les jours. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Non. Puis, il était habitué, il parlait. Et puis, le jour où il n'a pas vu la femme, son univers était complètement... Comme s'il la connaissait. Voilà. Pourtant, il ne la connaît pas. Il est amoureux à travers un écran, en fait. Et donc, quand il n'a pas vu, quelque chose lui manquait et il a commencé à dérailler dans sa vie. Ouais. Donc, c'est pour dire que la télé, c'est pour parler de l'image. Donc, l'image, elle est importante. À la radio, c'est vrai. Quand tu viens à 3h du matin, tu cherches pas à te maquiller. Non, tu cherches à faire ton boulot. Voilà. Tu le fais et puis après, tu te mets bien. Quand on vient à 3h du matin, on cherche déjà à arriver. À arriver, voilà. Parce que tu es arrivé à l'heure, tu es arrivé en sécurité, tu sais pas comment tu es, parce que tu te réveilles souvent, tu es groggy. Parce que moi, je me rappelle quelquefois, je finissais à minuit. Et puis j'arrive, je dois venir à 3h du matin. Donc, je n'ai pas grand sommeil. Oui, je n'ai pas grand sommeil. Donc, du coup, mais là, à la télé, tu ne peux pas te permettre d'avoir les... Non. Mais après... Il faut les cacher, les salaires. Quelle que soit la fatigue. Mais après, tu as ce que tu donnes avec ton intérieur, ton moi intérieur aux gens. Mais à la télé, il faut que tu sois bien posé parce que les gens, ils vont écouter ce que tu dis. C'est sûr. Ma femme dit, mais elle était fatiguée, hein? Oui. Mais ça, c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu fatiguée. Oui. Et quand c'est comme ça, l'air de rien, ça fait perdre un peu de cote. De cote à ta chaîne. Et on dit, mais pourquoi? Mais elle, là, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des problèmes? Voilà. Donc, on doit se faire belle. Ça rejoint ce que je disais au départ, c'est qu'aujourd'hui, pour la télé, on cherche de jolies femmes. Peu importe qu'elles aient parfois les compétences ou pas, tant qu'elle est jolie, qu'elle passe bien à l'écran, elle peut vendre, donc on la prend. Est-ce que c'est pas un peu discriminatoire par rapport à celles qui ont fait des études pour? Non, moi je dirais pas, parce que je veux dire, aucune femme n'est vilaine.
C'est ça. Oui, Aucune femme n'est vilaine. Voilà. Toutes les femmes sont belles. savoir faire la beauté, au fait. Maintenant, il y a l'élégance et la grâce. Oui. C'est ça. Tu peux ne pas être selon certains les canons des gens, parce que C'est je des veux canons, dire exactement. comment. Voilà. Mais si tu as quelque chose, les gens ne regardent même plus ça, ils te voient, ils voient plus. Ils voient ce qu'il y a en toi qui les attire comme un aimant. Et je suis d'accord avec vous. Moi mon expérience personnelle, j'ai commencé dans l'audiovisuel. Je n'avais aucune expérience. J'ai été autodidacte. J'ai tout appris sur le terrain et je continue justement d'apprendre grâce à des professionnels. Mais comme je dis, après, j'ai beaucoup eu des retours en disant ouais, c'est parce qu'elle est jolie qu'on l'a prise pour faire des trucs. Ah oui, de l'autre Mais côté, j'ai c'est beaucoup que... vécu justement cette discrimination même d'hommes qui disent ouais, c'est parce qu'elle est jolie. Mais je suis désolée, le même monsieur qui nous critiquait. Un jour, une expérience pour être rapide, il est venu pour juste être figurant, enfin faire une phrase. Il n'a jamais été capable de réussir. Une heure sur une scène, on est obligé de le changer. Alors merci beaucoup, mais arrêtons ces didactes. Donc pour revenir à elle, c'est vrai, il y a certaines personnes, quand ils ne voient pas les valeurs, a priori, mais le ton nous permet de savoir. Quand tu as du bon en toi, tout de suite, au moment de choisir, on choisit les journalistes, les différentes chaînes ne prennent pas n'importe qui pour passer à l'antenne. Oui. En fait, quand on voit, on dit, ah, celle-là, bon, elle n'a pas peut-être la tête qui nous... Mais elle en a quelque chose. Elle en a. Et donc, on marche dessus et les gens s'habituent. Quand on s'habitue au visage des gens, on ne les trouve plus du tout pas à nos normes. Justement. Je ne dirais même pas vilaine, je dis à nos normes. Parce que les normes, elles sont à notre goût. Parce que moi, je trouve que la beauté, elle est vraiment relative. Ça dépend, très relative. Chacun a son goût, chacun a son choix. Mais il faut savoir vendre le talent. Il faut savoir vendre le talent et... Comme Khadija vient de le dire, on constate que les compétences ne sont pas très souvent mises en valeur au profit de la beauté. Vous allez constater la plupart des programmes télévisés, ce sont les femmes qu'on met en avant parce qu'on se dit qu'elles reflètent une beauté, elle peut attirer plus d'audience, tout ça. Mais il y a des compétences qui sont quand même cachées qu'il faut déjà valoriser. Et ça, en même temps, je m'adresse aux femmes pour dire il faut faire de la compétence votre allié. Oui. Voilà, pour pouvoir réussir vraiment le combat de la parité, il faut faire de la compétence votre allié et ne pas vraiment mettre soit je suis belle et tais-toi et autre en valeur. Il y a la compétence qu'il faut vraiment mettre en avant. Alors, mesdames, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre la conversation. Ce sera juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Les Femmes d'ici, je le rappelle, c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur NCI. C'est le numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités du jour, des femmes de médias, Marie Mactar-Niang, qui est journaliste consultante, Lindsay Sibaï, donc de la maison, donc journaliste multimédia, et Ma Camara, donc première femme JRI de Côte d'Ivoire. Alors, juste avant de partir en publicité, on faisait cette comparaison entre la télé, la radio et aussi les aptitudes qu'il faut avoir dans chacun de ces sous-médias. La question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-être plus aux femmes de la génération précédente, donc peut-être vous et aussi vous, Ma, c'est quelle évolution voyez-vous en fait en tant que professionnelle du métier? Est-ce que vous avez l'impression que les femmes ont pris plus de place ces dernières années et surtout qu'elles arrivent à se diversifier, c'est-à-dire qu'elles peuvent occuper des postes plus intéressants que par le passé? Comme vous voulez. Allez-y. Alors, moi, je peux dire, déjà, je commence par ces 3 dernières années, on constate qu'il y a une régression des femmes dans les médias traditionnels au profit des nouveaux médias parce qu'elles n'avaient pas de la place dans les médias traditionnels pour s'exprimer. Et aujourd'hui, avec les nouveaux médias, elles font des podcasts, elles font des sites web, elles font des blogs et elles s'expriment. Ce qui est dommage, c'est qu'elles ne sont pas structurées. Et il n'y a pas de modèle économique pour accompagner cette idée. Il y a cela peut-être 15 ans, les femmes commençaient à occuper des places de responsabilité dans les médias, dans la presse écrite. On a vu passer Michel Pépé, on a vu passer Agnès Crédit et autres en Côte d'Ivoire. Aussi à la télé, vous verrez qu'il y a pas mal de femmes également qui se sont imposées. Il y a de la compétence, mais nous n'avons pas d'espace
surtout en Côte d'Ivoire, pas assez d'espace pour pouvoir embaucher toutes ces femmes. Vous imaginez, vous prenez 10 femmes en stage, à la fin, elles sont obligées de se reconvertir à d'autres métiers. Par contre, elles aiment bien le journalisme, mais ne peuvent pas exercer parce qu'on ne peut pas les embaucher. Il n'y a pas assez de place et c'est vraiment dommage. Et surtout, elles sont très absentes dans les métiers d'hommes, en griffe qu'on appelle d'hommes, parce qu'il n'existe pas de métier réservé aux hommes. Voilà. Par exemple, en tant que GRI, c'est la galère. Il y a beaucoup moins de femmes. Vous imaginez aujourd'hui quand les télévisions m'appellent, est-ce qu'on peut avoir des GRI? Je n'en ai plus parce que je les ai toutes placées et elles refusent de se former en tant que GRI. Et pourtant, le métier de journaliste, reporter d'image est un métier d'avenir. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les moyens se font de plus en plus rares. Donc, si on peut tout faire... Au niveau des rédactions, donc si vous pouvez tout faire, c'est les charges qui diminuent. Et voilà. Est-ce que ce qui les décourage, c'est les opportunités ou le côté peut-être un petit peu difficile du métier, parce que c'est un métier de terrain qui peut être lourd parfois? Au fait, selon l'étude que moi j'ai pu mener dans ce cas, c'est les difficultés, le manque de temps qu'on accorde à la famille. Effectivement, quand vous êtes GRI, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à votre rédaction. Vous ne vivez pratiquement pas parce que la plupart des GRI sont des reporters de guerre comme moi. Donc, vous êtes toujours appelé, quand vous entendez que ça tire quelque part, vous êtes toujours appelé à partir. Donc, il y a des risques. Donc, elles ne veulent pas prendre de risques. Et c'est vraiment dommage. Tout métier, il y a des risques, mais il y a la sécurité professionnelle qu'on nous enseigne, au fait. Donc, il faut savoir vraiment faire son choix. Et moi, je les recommande et je les conseille de se former. Il manque des GRI, il y a de la place et il y a plusieurs télévisions qui sont en Côte d'Ivoire qui ont besoin de femmes GRI. Formez-vous, il y a de la place, mesdames. On en a une, hein? Oui, on en a une, dans notre équipe. Non? Dans notre équipe, dans les femmes d'ici, chez les femmes d'ici, il y a donc Karine Cassier, dont vous entendez souvent le nom d'ailleurs, puisqu'elle fait pratiquement la moitié, on va dire, des reportages de l'émission. Marie Macta. Oui, donc, bon, je suis d'accord, parce que, je veux dire, moi, quand je commençais en 91, j'étais encore étudiante, en fait. Moi, j'ai commencé le journalisme, j'étais étudiante. Je suis allée comme ça pour, on va dire, un stage, et puis on m'a demandé de rester, parce qu'on devait ouvrir Fréquence 2. Voilà, donc je suis restée, et puis en même temps, parallèlement, je faisais mes études. Bon, en ce moment-là, il y a eu effectivement beaucoup de femmes qui sont entrées, et ça a créé ça a suscité de la passion et de l'envie chez d'autres consoeurs. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent « c'est à cause de toi que moi je suis entrée ». Ça inspire aussi, quand on commence à prendre de la place, bien sûr. Mais il faut reconnaître que quand ces générations-là sont passées, beaucoup de femmes sont venues, c'est vrai. Mais comme je dis aux gens, quand tu es bachelier aujourd'hui, les bacheliers, il y en a des centaines de millions. Donc il faut que tu fasses la différence. C'est ça. Et souvent, les femmes, à cause de leur vie familiale qu'elles veulent mener, souvent, elles mettent ça un peu en stand-by. Au bout d'un moment. Il y a un moment donné où il y a elles mettent un peu en stand-by. Et puis, les autres qui sont à côté avancent. Donc, on les dépasse. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles, hein, mais elles n'ont pas le temps. Parce qu'il faut se mettre à niveau. Oui, et se dépasser. Quand tu ne te dépasses pas, quand tu es là, on dit qu'il n'apprend pas, qu'il désapprend. Parce que les autres vont te dépasser. Donc, il y a un peu cela. Et puis, il y a le fait aussi que les formations, je n'accuse personne, mais c'est vrai, on nous forme à l'école, mais cherchons à nous former nous-mêmes. Si on veut se satisfaire du milieu, on va rester au milieu. Donc, il y a la formation qui souvent fait un peu défaut parce que on complète la formation. Le professeur, il te dit, tu apprends les choses, mais après, toi-même, tu vas, tu épates ton professeur. Mais si tu n'arrives pas à épater ton professeur, tu restes toujours dans les 10-10-10, bon, écoute, il y a des gens qui ont 18, ils vont être mieux placés que toi. J'ai l'impression que c'est sur le terrain aussi, enfin, je ne sais pas pour vous, c'est vraiment sur le terrain après qu'on apprend réellement. Oui, qu'on apprend réellement. Justement, c'est vraiment sur le terrain. Oui, voilà. Et donc, il faut faire des efforts soi-même, se challenger personnellement. Et les femmes n'y arrivent pas. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis satisfaite. Parce que depuis la conférence de Beijing, en 95, ça fait aujourd'hui, on va dire, 27 ans, 28 ans, je ne sais plus. Mais les femmes, en Radio Côte d'Ivoire, c'est une femme qui est directrice. On a eu des ministres femmes. Donc, ça veut dire que la place de la... Voilà. Mais en même temps, ne disons pas que parce qu'on est femme, on a tout acquis. Non. La bataille continue jusqu'à ce qu'on sorte justement, en tout cas, juste pour compléter ce que Marie Macta dit, effectivement, il faut éviter de faire de la question du genre un diplôme ou une compétence.
Voilà. Parce que c'est Faut pas se cette focaliser erreur là-dessus. au fait que les femmes sont en train de faire sur la question du genre. Non, on a parlé de parité de 30%, pourquoi c'est pas respecté? Mais si vous avez de la compétence, les gens seront obligés de vous embaucher. Mais si vous voulez partir sur la base de la parité, il faut 30%, mais on ne va pas quand même embaucher quelqu'un qui n'a pas le niveau. Même en parlant de, sans vous couper la parole, hein, mais même en parlant de parité, toutes ces femmes qui sont aussi compétentes, il y a ce débat en Europe où il y a une disparité en termes de salaire. Est-ce que vous avez constaté ici en Côte d'Ivoire, même en Afrique, que justement les femmes n'ont pas forcément la même rémunération que les hommes? Est-ce que vous avez, voilà, à poste égal? Bon, moi j'étais à la RTI, hein, donc voilà, je veux dire, en fonction des diplômes, du poste que tu occupes, mais ça arrive effectivement, les gens le dénoncent, les femmes le dénoncent. Mais en même temps, c'est laissé à l'appréciation de celui qui vous engage. Ouais. Et puis, ça dépend comment tu as géré ton contrat avec la personne. Parce que les femmes, elles viennent, on lui dit 300 000. On lui dit 300 000. Elle dit, on me paye beaucoup, hein. Oui. Alors qu'elle ne sait pas que l'homme qui est à côté, il a 600 000. C'est bien le problème des femmes, pas que dans les Parce que les femmes se sous-estiment. C'est que les femmes se sous-estiment et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Exactement. N'est-ce pas, où les femmes ont tendance à se sous-vendre alors qu'un homme va toujours penser qu'il mérite beaucoup plus. Ce qui est très étrange. Non, c'est pas étrange, c'est très naturel. Lindsay, tu peux peut-être nous parler de la différence que tu as pu constater à comparer donc l'exercice de journaliste en France et depuis que tu arrives en Côte d'Ivoire, sur ces questions-là notamment. Sur les questions du genre, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de femmes visibles. J'ai l'impression qu'en France, il y a des femmes, elles sont de plus en plus visibles, mais il n'y en a pas autant. Par exemple, même sur Nostalgie, c'est 2 femmes qui font le morning. Ouais. En France, jamais on va voir 2 femmes présenter une émission matinale. Il y aura toujours un homme, une femme, ou même beaucoup d'hommes, une femme. Oui. C'est toujours... Comme quoi, même, alors qu'on a tendance à penser qu'on est à la traîne, finalement, peut-être que sur les questions de parité, on est moins dans les codes. Hein. Exactement. On fait un petit peu ce qu'on veut. C'est ouvert, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus ouvert. Même par exemple, dans les autres aussi radios dans lesquelles j'ai pu travailler, j'étais souvent la seule femme de l'antenne. C'est-à-dire que sur toutes les tranches horaires, il n'y avait que des hommes et il y avait moi, soit l'après-midi ou alors soit moi le matin. Les femmes, souvent, ne... Bon, non, quand même. Sur la dernière émission où j'ai pu travailler, c'était à Radio France, sur Move, où là, pour le morning, je dirigeais le morning avec un homme à côté. Avec 2 hommes, d'ailleurs. Mais c'était vraiment... Un peu du 50-50, c'est ça? Non, c'est que c'était une volonté de la chaîne, justement, par rapport à toutes ces questions-là sur le genre. Oui, c'était une politique. Voilà, exactement, exactement. Exactement. C'était limite un quota. Oui, exactement. Alors que c'est vrai qu'ici, on n'a pas l'impression que c'est la conversation qui... Non. Ou peut-être, hein, peut-être qu'en coulisses, ils se disent, bon, il nous faut des femmes... Peut-être dans parce qu'on n'a pas assez de femmes à l'antenne. Peut-être dans l'audiovisuel, hein, parce que comme on dit radio aujourd'hui, moi je dis radio, c'est audiovisuel maintenant. Oui, Par contre, dans les métiers, comme on dit, de l'ombre, de journalisme de l'ombre, peut-être qu'encore il y a des femmes qui luttent pour se positionner. Oui, bon, en fait, il y a beaucoup de femmes, hein, ça c'est sûr, il y a beaucoup de femmes. Mais les femmes, moi, je pense qu'elles sont beaucoup plus visibles qu'à mon époque. Parce que quand on a commencé Fréquence 2, on était 2 femmes. Hein. Il y avait moi et Jeanne Koulibaly. Hein. Oui. Et après, on a été rejointes par Mireille Akédié, qui est toujours à Radio Côte d'Ivoire, plus une autre qui est maintenant à Londres. Mais ça a donné envie aux femmes de venir. Beaucoup de femmes sont venues. Mais en même temps, on se bouscule au portillon parce que les postes ne sont pas si nombreux. Oui. Voilà, on a créé une envie. Maintenant, il faut peut-être une volonté politique de pouvoir, mais on peut pas, le gouvernement aussi ne peut pas prendre tout le monde. La volonté politique, elle existe. Hein, elle existe. Et puis aussi, il faut éviter de vouloir travailler forcément pour une entreprise. Il faut qu'elles apprennent à entreprendre. Moi, par exemple, je fais des productions et que j'arrive à vendre ces productions. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, Ma, mais en fait, je pense que ce qui décourage, c'est aussi que quand on est freelance, quand on est journaliste, consultant, alors la précarité, pour le coup, c'est vraiment le quotidien. C'est-à-dire qu'on est dans une situation précaire tout le temps. Donc, est-ce que c'est pas ça, finalement, qui fait que les femmes n'ont pas envie de se lancer dans ce type d'aventure? Et si je peux me permettre aussi... je sais qu'en sortant, justement, en faisant mes études, moi, je sais que quand j'ai appris, donc j'ai fait une école de radio, c'est vrai qu'on m'a clairement dit que j'allais avoir des difficultés pour trouver du travail, contrairement aux hommes. Parce que j'étais une femme, que ma voix allait être un petit peu plus agaçante que les autres. Alors et ça, c'est du sexisme. Ah mais oui, et que du coup, par exemple, quand on écoute la radio, on éteint souvent les femmes parce qu'elles sont agaçantes. Enfin, que les femmes vont éteindre, justement, parce que c'est une misogyne qui a parlé. Là. Et le pire, c'est que quand j'ai eu donc mon premier emploi,
je me comportais un petit peu en disant « Ah, mais non, mais de toute façon, t'es sûre que ma voix va passer parce que... » Ça m'a influencée. Et mon directeur d'antenne, à l'époque, m'a dit « Mais n'importe quoi, t'as les mêmes compétences qu'un homme et tu peux aussi bien y arriver à partir de là. » Et t'as une bonne voix radio. Ouais. Oui, c'est ça aussi. Exactement. En fait, une bonne voix radio, c'est pas une voix masculine. Non, c'est une voix que tu poses, que tu as travaillé, et voilà. Et ça arrive souvent aussi pour nous qui exerçons le métier de JRI en tant que camérawoman. Donc, très souvent, quand on vous voit, surtout sur le théâtre des opérations en guerre, ça choque tout de suite de voir une femme avec un casque, un gilet pare-balles, avec une caméra un trépied, un gros sac. Donc, on vous regarde un peu, le regard est un peu bizarre. Et on vous demande très souvent la question, mais vous n'avez pas peur d'être là? Je vais vous expliquer une petite histoire parce que je fais de la formation également au niveau de l'école de police et de certains officiers en Côte d'Ivoire. Il y a un qui m'a posé la question, qu'est-ce que vous recherchez quand vous partez en guerre en tant que femme? Quoi? Ah, mais ça, c'est clair, tu vas entendre. Je m'étonne même pas. Qu'est-ce que vous allez faire, vous êtes maman, vous êtes femme? Voilà, maman. Voilà, avec tout ça, nous, on est préparés à la guerre. Et vous, est-ce que vous êtes préparés? Vous allez faire quoi là-bas? Il y a tous les risques, tout ça. Mais, je vais chercher l'information. Comme vous partez protéger. Voilà, je vais travailler. Tout comme il y a des femmes policiers aujourd'hui. Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est mon job. Et quand vous finissez de tirer et que vous rentrez chez vous, vous voulez bien écouter la radio. Si je suis absente, comment vous faites? Vous voulez regarder la télévision. Si je ne suis pas là, comment vous faites? Et c'est ce que je vais chercher pour vous permettre de vous distraire quand vous retournez chez vous. Donc, les gens s'étonnent de vous voir dans ces conditions et ça les choque. Mais moi, je me plais. Et très souvent, comme elle, je me retrouve toujours la seule femme parmi les hommes. Et bon, ça ne me gêne pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le paysage en lui-même a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, comme Man l'a dit tout à l'heure, qui se tournent vers les médias, les nouveaux médias et tout. Mais ça n'existait pas à notre époque. Bien sûr. Voilà. Ça ouvre des portes. Voilà. Donc, je veux dire, il faut que les gens apprennent que le monde a changé. Mais ça, les femmes, si elles ne le savent pas, parce que c'est vrai, c'est des risques, mais il faut faire des formations pour qu'on comprenne que oui, aujourd'hui, on ne peut pas tous travailler à NCI, on ne peut pas tous travailler à Radio Côte d'Ivoire, à RTI. Je pense que tout le monde tape au même endroit. Oui. Voilà. Et qu'il y a des endroits où il y a à boire et à manger. Mais si je ne sais pas qu'il y a à boire et à manger, je ne vais pas aller vers ce puits-là. Non, je vais vers un puits, voilà. Est-ce que vous conseillerez justement ces femmes qui sont à la recherche de métiers, enfin d'opportunités, de s'orienter vers ces nouveaux médias, comme on dit, parce que je considère aujourd'hui que les réseaux sociaux et Internet, c'est un média. Il y a YouTube, on connaît une dame qu'on a reçue ici, Crazy Sally, qui en a fait justement un métier qui prend des millions de vues. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être une opportunité? Oui, c'est une opportunité, il faut oser. Parce que quand vous prenez l'histoire des femmes dans les médias, vous voyez avec Marguerite Durand, elle a osé parce que les femmes n'étaient pas autorisées à sortir pour aller en reportage. Elles étaient vraiment là dans les rédactions pour saisir ou pour écrire ou peut-être pour corriger. Donc, elle a osé, elle a fait sortir son journal, La Fonte, qui était géré par des femmes. Et c'est-à-dire, du début à la fin, c'était des femmes. Et ça a été vraiment une belle révolution. Et aujourd'hui, elles peuvent en tout cas oser et s'installer à leur propre compte. L'information aujourd'hui, elle est virtuelle et elle se vend bien. Elle se vend bien, c'est vrai, mais il faut que ce soit une information solide et crédible. Parce que moi, quand il m'arrive dans mes balades de tomber sur des reportages, je dis, mais enfin, c'est quoi ce chiffon? Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est quoi? Je dis, mais attendez. Donc, il y a des règles qu'il faut respecter. Il faut respecter. Et il faut le savoir. Il faut se former. Parce que moi, elle fait de la formation, mais il faut se battre pour former les femmes, pour leur dire que ça existe. Et peut-être que tout le monde va venir vers. C'est ce que je disais. On ne va pas vers un puits, le puits de l'inconnu, on va vers un puits qui est fourni en eau. Donc, mais elles ne le savent pas. Elles ne savent pas que, bon, évidemment, dans tous les métiers, il y a des risques. Le métier de journaliste, effectivement, parce qu'avant, on dit non, une femme journaliste, parce qu'elle va être enceinte, elle va manquer à ses auditeurs, à ses spectateurs. Bon, mais aujourd'hui, tout ça, on est en train de mettre ça de côté. Les femmes, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la société à l'époque? C'est que les hommes
Je m'excuse, je n'en veux pas aux hommes, mais au contraire, c'est de bonne guerre. Peut-être voulant protéger les femmes, on dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Oui. Donc les femmes aussi se sont conclues dans ça. Voilà, et donc aujourd'hui les choses ont changé. Parce que moi j'ai animé des ateliers où tu vois que... Mais en fait, c'est les femmes qui nourrissent la famille. C'est elles qui travaillent, le monsieur ne travaille pas. Alors justement, on va poser peut-être la question à l'INSEE. Est-ce que c'est une considération pour toi, par exemple, le fait de se dire, bon, à un moment donné, il faudrait quand même que je me pose au niveau familial et que du coup, je prenne un petit peu, ou que ma carrière prenne vienne au second plan. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? C'est des choses auxquelles je pense, mais ce n'est pas des choses que je vais forcément mettre en œuvre. C'est-à-dire que ma carrière professionnelle sera toujours au même niveau que ma carrière personnelle. Que ma carrière personnelle, que ma vie. C'est une carrière aussi, c'est pas une carrière. Que ma vie personnelle. Oui, c'est vrai. C'est pas des... Certaines femmes font ce choix. Oui, certaines femmes font ce choix, on fait ce choix, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en 2021 et on peut très bien concilier les deux. Oui, bien sûr, on peut bien le faire. Alors, c'est triste à dire, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai envie peut-être de faire un petit tour de table et d'entendre un petit peu votre dernier mot, un petit peu sur le sujet, le thème de manière générale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes femmes qui sont peut-être à la recherche d'opportunités dans les médias, au sens large, en Côte d'Ivoire? Et vers quoi doivent-elles se tourner? Qu'est-ce qu'elles doivent retenir de cette conversation? Ça commence par moi, d'accord. D'accord, merci. Moi, je dis toujours, c'est la formation qui fait la différence. C'est la formation et la compétence qui sont déterminants dans ce que vous allez faire. Donc, si vous n'avez pas la compétence, si vous n'êtes pas bien formé, vous serez toujours à la traîne. Donc, il faut se former, il faut oser, surtout oser, et savoir qu'on peut réaliser tout. Tout rêve est réalisable. Il suffit qu'on mette de notre côté les éléments pour le faire. Donc, à ces femmes-là, n'osez pas, osez, n'ayez pas peur, allez vers l'inconnu. Il y a de nouveaux médias. Ces médias-là sont exploitables pour vous permettre de sortir et de réaliser vos passions. Alors, ne négligez pas ces voies qui s'offrent à vous. Et pour qu'on puisse, vous puissiez dire que j'ai aimé être dans les médias, j'ai aimé être journaliste et j'ai réalisé mon rêve. Donc sortir des sentiers battus. Voilà, exactement. L'INSEE. Moi, justement, je voulais rebondir en parlant des nouveaux médias. C'est aussi ces nouveaux médias qui peuvent parfois permettre aussi aux personnes de se révéler. C'est-à-dire que c'est peut-être grâce à ces nouveaux médias-là aussi que vous allez pouvoir rentrer dans d'autres structures, dans les structures justement qui vous font un petit peu plus rêver ou dans les structures un petit peu plus formelles comme donc vous pas avoir dire. Peur de commencer par quelque chose de plus petit, oui, ou même plus justement, personnel. Oui, voilà, ou même justement sur Internet, sur YouTube, et c'est peut-être aussi à ce moment-là que quelqu'un va vous repérer et va se dire ah oui, c'est vrai que cette personne-là a les compétences. Après, je crois qu'on n'a pas aussi parlé de la confiance en soi, qui est primordiale. Et pour revenir à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, ce problème de on ne se vend pas assez bien, je pense, nous les femmes, on n'a peut-être pas justement assez confiance en nous. On ne se dit pas assez, finalement, ce salaire-là, j'estime que je le mérite et disons que je ne me plierai pas justement au salaire que vous me proposez parce que je sais très bien que si j'étais un homme, ou peut-être que mon homologue homme peut avoir aussi ce salaire-là, donc pourquoi pas moi? Donc ne pas avoir peur de bien négocier et puis de connaître sa valeur. Oui, connaître sa valeur, négocier, y aller et surtout oser. Vraiment oser, savoir se vendre, c'est important. Parce que moi, si je vais négocier mon salaire, que ça ne m'arrange pas, je n'hésite pas, je me bats. Ah ouais? Oui, non, je me bats. Donc on laisse tomber le travail. travail. Je laisse tomber le job. Oui, je n'hésite pas vraiment à partir, au fait. Je me dis, ça ne me va pas et je vais parce que je sais que j'ai de la compétence. Donc, quand vous avez de la compétence, vous n'avez pas peur de vous vendre. Et je reviens encore sur la même phrase. Faites de la compétence votre allié et non du genre comme un diplôme ou comme une compétence. C'est très important. Ne pas se mettre en avant en tant que femme, plutôt voilà, en tant que femme. Même mettre les compétences. Et puis, vous allez mieux vous vendre, vous allez mieux vous valoriser. Et surtout, avoir confiance. Je reviens un peu sur ce qu'Eline se disait. Avoir confiance en vous. Parce que ça, c'est un problème chez les femmes. La femme n'a pas confiance en elle, au fait. Elle a peur de s'exprimer. Parce que, vous savez, il y a la pression de l'extérieur, souvent, qui agit.
Bien sûr. Voilà, donc elle se dit, je vous raconte rapidement une petite histoire que j'ai vécue au Niger. Je faisais des vox pop dans la rue, tout ça, et la dame me dit, enlevez votre caméra devant moi, je ne suis pas une prostituée. Donc vous imaginez, hein, On voit que c'est mon pays, c'est particulier. Voilà, voilà, c'est particulier là-bas. Donc vous imaginez une femme qu'on voit à la télé, on suppose que c'est une prostituée, voilà, elle se vend, elle s'expose, Elle est trop, tout ça. Donc voilà, donc je ne veux pas du tout. Donc j'ai entendu ça pour la première fois et ça m'a choquée. Même quand vous faites des vox pop, si 10 vox pop, vous pouvez trouver qu'une seule femme, parce qu'elles ne veulent pas parler. Et pourquoi elles ne veulent pas parler, selon certaines études que j'ai menées? Parce qu'elles ont peur d'exposer soit le mari ou soit... La femme ne se protège jamais elle-même. Elle protège sa famille. Ah, j'ai peur peut-être de mal parler, peut-être de ne pas de dire des choses, et tout de suite, ils vont se moquer de mon homme ou de mes enfants. Donc, elle cherche, elle a vraiment cet esprit de... Mais il faut oser, il faut avoir confiance et parler et essayer de se vendre, se mettre en valeur, et c'est très important. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent sur le plateau des femmes d'ici, c'est vraiment libérer aussi la parole en tant que femme dans tous les domaines, y compris dans les médias. Mais moi, j'ai juste envie de dire que quand on a les compétences, la confiance, elle est juste là, en fait. Tu sais ce que tu vaux, tu sais que quand tu vas ouvrir la bouche, tu es crédible ce que tu vas dire, donc tu n'as pas peur du coup de t'exprimer, mais c'est quand tu doutes un peu de ce que tu as apporté que voilà, tu vas un peu vaciller. Oui. Même si, quand même, je suis d'accord avec vous, Ma, sur... Après, ça, c'est un aspect culturel aussi. Hein, oui, un aspect culturel, religieux, bien décourager tout ça, un petit peu certaines femmes dans certains pays où il y a plus de conservatisme. Oui, en Europe, par exemple, vous n'avez pas de problème. Quand vous interrogez, tout de suite, elles peuvent parler. Mais ici, il y a vraiment... Bon, alors, dans mon oreillette, on me dit que ça suffit, c'est fini. On arrête de parler. Je suis vraiment désolée parce que j'aime beaucoup cette conversation. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition des Femmes d'ici. Restez avec nous. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On va à présent passer à notre chronique. Ce qu'on retient aujourd'hui, Dija va nous parler du crypto-art. Si comme moi, vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, restez avec nous. C'est ce qu'on retient tout de suite. Alors Dija, le crypto-art. Est-ce que vous savez ce que c'est? Éclaire nos lanternes. Alors je peux supposer, mais je t'avoue que je n'en sais pas assez. On va dire. On parle de crypto-monnaie, c'est compliqué à comprendre. Alors de crypto-art, quoi. Alors le crypto-art, c'est un peu comme la crypto-monnaie, comme tu dis. La crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Ouais. Et bien le crypto-art, c'est une œuvre d'art virtuelle, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le voir là, qui est créée sur Microsoft. D'accord. Voilà. Attends, tu veux dire que la fabrication même de l'œuvre d'art se fait sur Microsoft? Sur ordinateur. C'est une sorte de tableau de peinture. Au lieu d'avoir une toile avec la peinture, on pourrait parler peut-être de pollution, mais avoir la peinture, plusieurs peintures, la toile et tout ça, ça se fait directement sur ordinateur et voilà. Et donc c'est une œuvre d'art numérique à laquelle est associé un certificat d'authenticité qu'on appelle la blockchain. Voilà, la blockchain donc, qui permet d'avoir un fichier comme l'image que vous voyez là, et qui est garanti, qui est inviolable. Donc ça veut dire que si vous avez votre œuvre, elle est à vous, aucune autre personne ne peut y avoir accès. C'est comme si vous l'avez vraiment achetée et que vous l'avez peut-être installée dans votre salon. Là, c'est sur Internet, vous pouvez l'avoir... Sur Internet. Sur Internet. Sur votre ordinateur. Quand vous voulez. Après, tu peux l'imprimer, j'imagine. Bah oui, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une œuvre qui est complètement digitale. D'accord. Voilà. Et elle se vend très, très cher, aux enchères d'ailleurs. Elle se vend aux enchères. Et le Nigeria est en train de vraiment se pencher sur ces œuvres d'art-là. Il y a d'ailleurs un artiste qui s'appelle Osinachi, c'est lui dont l'œuvre que vous venez de voir là, et qui fait des formations aux jeunes, des formations virtuelles au Nigeria, aux jeunes voilà, qui ont envie de se lancer dans ce type d'art-là. Personnellement, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que j'aurais envie d'avoir une œuvre d'art dans mon ordinateur, tandis que je peux l'avoir dans mon salon, toucher. Voilà. Ouais, alors justement, l'argument de vente, ou l'argument, disons,
pour influencer les gens dans ce sens-là, c'est le côté justement où on ne va plus faire usage de tout ce qui va être peinture polluante. Exactement. Et peut-être même de papier, enfin de canevas, tout ça. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée, c'est vraiment ça l'idée derrière. Et ça se vend très très cher. Ouais. Et ça se vend avec de la crypto-monnaie aussi. On l'achète avec de la crypto-monnaie. Seulement de la crypto-monnaie? Pas seulement. Mais ça se vend aussi avec de la crypto-monnaie. Donc voilà. Alors, pourra peut-être nous en dire plus sur la crypto-monnaie parce que j'avoue qu'on est tout un peu perdus quand on parle de ça. Alors, c'est vrai que moi j'ai entendu parler, je pense que c'est la même chose, des NFT, donc les non-fungible something, j'ai oublié le T, mais bon bref, c'est effectivement donc des objets ou des pièces que l'on peut obtenir exclusivement donc dans le virtuel, dans le numérique, et qui vous appartiennent. Après, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous appartient quand peut-être qu'il y a des moyens de les hacker aujourd'hui? Non, justement, la technologie, comme je disais tout à l'heure, est vraiment sécurisée. Est inviolable. Voilà, donc quand vous l'avez, c'est pour vous, il n'y a personne qui peut y avoir accès. D'accord. Et je pense que c'est justement pour cette raison-là que c'est beaucoup plus cher que d'acheter une œuvre d'art normale. Quand tu dis beaucoup plus cher, c'est parce que c'est aux enchères et que ça c'est aux enchères déjà. Mais même les œuvres d'art normales sont mises aux enchères. Mais c'est-à-dire que tu peux voir un artiste aujourd'hui qui a fait plusieurs œuvres d'art et acheter directement, et puis il a la capacité de reproduire ça pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez être 10 000 à avoir la même œuvre. Alors que là, après, il y a un autre artiste aussi qui peut reproduire la même chose de manière, faire une pâle copie de cette. Mais qui ne pourra pas le vendre sur le digital parce que ça sera déjà bloqué. C'est que ce sera beaucoup plus facile de localiser en fait le terme de En réalité, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a de l'avenir parce qu'on est dans un monde de plus en plus numérique et virtuel. C'est vrai que, bon, comme c'est peut-être parce que c'est les premiers pas, c'est vraiment cette année que ça a commencé à émerger. Donc, on attend de voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que nous, Africains, on va être attirés par cette nouvelle façon de consommer l'art? Oui, après c'est vrai que l'art se manifeste de différentes manières. Donc tu vas avoir les œuvres d'art qui sont de la peinture, et après tu as aussi les statuettes, donc qui sont beaucoup plus où on aime peut-être les toucher ou le sentir qu'on a une pièce qu'on peut poser chez soi, et je suis pas sûre que ça puisse remplacer. Ça ne peut pas remplacer. C'est vraiment peut-être. Quoique après on peut l'imprimer sur un grand papier comme ça. On peut le faire en 3D peut-être. Oui, ou en impression 3D peut-être. En impression 3D, ou l'imprimer même sur une feuille, une grande toile, et puis imprimer sur une grande toile, j'en doute, parce que je ne sais pas s'il y a des machines, il y a des imprimantes qui sont... Bah, si on est capable de faire des grands panneaux 4x3, il peut très bien faire un grand truc comme ça et puis le mettre dans son mur. Après, qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est de le voir dans son ordi ou de le voir sur son mur? Bon, je pense que c'est une vibe. C'est une vibe. En fait, peut-être qu'on ne peut pas comprendre. C'est nouveau. C'est ça. En tout cas, merci. C'est peut-être une vibe de milliardaire, en fait. C'est ça, c'est une question de moyens aussi. Il faut savoir ça. Merci beaucoup, Dija, pour ces petits updates. Bon, alors, chers téléspectateurs, c'est le moment de passer à nos coups de gueule ou nos coups de cœur sur l'actualité du moment. Et c'est dans le Sac Rush ou Sac Lâche tout de suite. Bon, les filles, je vais commencer avec un gros coup de cœur sur les voitures solaires qui ont été inventées récemment, enfin, on va dire inventées peut-être, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, dans une ville juste à côté d'Abidjan qu'on appelle Jacquesville. Mais avant de vous en dire plus, regardez ce petit, on va dire, reportage. Ces taxis fonctionnent à l'énergie solaire. Une dizaine circulent chaque jour dans les rues de Jacquesville en Côte d'Ivoire, un nouveau mode de transport pour remplacer les traditionnels taxis bruyants et polluants. Et donc vraiment c'est une expérience qui marche bien à Jacquesville et que nous comptons déployer dans les villages aussi. Pour le moment, nous circulons dans la ville. Les véhicules sont recouverts de panneaux solaires et ont une autonomie de 140 km. Le prix de la course est divisé par 2 par rapport à un trajet classique. L'avantage là, c'est beaucoup. On ne peut pas du tout. Qui est nécessaire seulement, on ne peut pas payer sans. Vous avez le petit là, tous sont rentrés dedans. Il y en a un technicien, il y en a un chauffeur. Pour la rentrée scolaire en octobre prochain, la ville souhaiterait mettre en place des bus à énergie solaire pour faciliter les trajets des écoliers.
Alors, comme vous l'avez vu, donc des petits taxis faits avec des panneaux solaires, donc qui permettent justement d'économiser les coûts. Donc de 200 francs, les gens prennent ces taxis à 100 francs. En même temps aussi, ça économise de l'énergie puisque on n'utilise pas du tout de carburant. Ouais. Les personnes peuvent se déplacer plus facilement d'un village à un autre. Ça a été, d'après mes recherches, créé par un monsieur qui s'appelle Konaté Bala. En plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autonomie, comme on a dit, de 120 à 140, et avec une batterie justement rechargeable à l'intérieur. Donc la nuit, il y a des panneaux solaires donc, qui rechargent, et ensuite... Voilà, ça fait un peu le tour de la ville et c'est intéressant. Par contre, et bien sûr, comme chaque fois, il y a une nouvelle petite guerre qui commence à s'installer entre les anciens taxis et les anciens taxis qui sont pas contents du tout parce que ça casse leur revenu. Ça divise même par deux et ils sont pas contents. Mais toujours est-il que au moins c'est nouveau, ça préserve l'environnement. Mais pour le consommateur, en plus, ça change tout, quoi. Ça change tout énormément. Et comme tu dis, c'est surtout l'argument de la diminution de la pollution, exactement. Et je me pose la question, alors ça c'est une question justement quand j'ai vu ce reportage, de savoir, on passe à aujourd'hui les véhicules hybrides, machin, rechargeables, mais pourquoi on n'utilise pas ce style? Parce que je crois que c'est pas vraiment la même chose. Les véhicules hybrides, on branche, c'est encore de l'énergie, c'est du courant, alors que là, pourquoi on ne fait pas des voitures à base de panneaux solaires dans le monde? C'est parce que les gens n'ont pas imaginé ça. Tout le monde, déjà, on n'a pas tous... Enfin, en fonction du pays dans lequel tu te trouves, tu n'as pas la même capacité en termes d'énergie solaire. Nous, on a beaucoup de possibilités en termes de solaire. Ouais. Mais je veux dire, il y a des pays où c'est beaucoup moins... Mais c'est vrai que les voitures électriques sont aussi intéressantes. Intéressantes. Moi, je dirais même qu'il faut penser à envoyer ça à Abidjan parce qu'Abidjan est très pollué. Oui, merci. Non, mais ça, c'est clair. Oui, les bacs, là, excusez-moi, ils vont me frapper. Mais par contre, je suis pas ça va faire une révolution, vraiment. Il faut savoir ça. Ça va créer une révolution. Bon, les filles, moi, c'est un coup de gueule. Alors, c'est souvent le cas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas aigrie pourtant, mais... je vais vous parler de Covid aujourd'hui. Alors, on est dans certains pays et certaines régions du monde dans la 3e vague donc de la pandémie liée au Covid-19. Et il faut savoir que l'OMS a récemment tiré la sonnette d'alarme par rapport à cette 3e vague qui apparemment serait beaucoup plus féroce. Alors attends, je ne te dis pas pourquoi qui serait plus féroce et plus grave sur le continent africain. Alors mon coup de gueule justement c'est par rapport à cette annonce parce que j'ai l'impression que c'est la 3e ou 4e ou 5e fois que l'OMS tire la sonnette d'alarme par rapport à l'Afrique qui va subir donc de plein fouet cette crise sanitaire. Ceci dit, je pense que même s'ils sont peut-être un petit peu alarmistes, on a l'impression qu'on a envie qu'on souffre, alors que pour une fois, ça va par rapport à d'autres pays du monde ou d'autres régions. Mais quand même, il y a quelque chose qui est là, qui est réel, c'est qu'on a quand même cette crainte par rapport au vaccin qui est légitime, mais qui décourage beaucoup à se faire vacciner. Et on est beaucoup moins fourni en termes de stock de vaccins dans beaucoup de pays. Les pays les plus touchés cette fois-ci, c'est encore une fois des pays d'Afrique australe, donc l'Afrique du Sud en premier plan, qui est en pleine 3e vague, et l'Ouganda également, pour le coup, où la crise et surtout le variant indien a pénétré les pays et effectivement l'impact est assez important. Alors, en Afrique de l'Ouest, c'est pas trop mal pour l'instant. Ouais, mais crainte de vaccin, quand il y a AstraZeneca qui vient dire qu'il n'est pas sûr que son vaccin finalement soit efficace, j'ai envie de te dire que les craintes des gens sont un peu légitimes. Alors justement ça, c'est un petit peu une sorte d'incompréhension. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment le vaccin qui n'est pas efficace. Le vaccin est, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de problème. C'était un traitement contre le Covid qu'AstraZeneca, donc en termes de laboratoire pharmaceutique, a tenté de développer, qu'ils estiment non efficace. Et comme on a tendance, quand on entend AstraZeneca, à penser au vaccin, du coup, on pense au vaccin. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus d'effets secondaires sur le vaccin d'AstraZeneca que sur d'autres vaccins. Enfin, ça encore, c'est discuté. Ça dépend des personnes aussi. Et des antécédents médicaux, peut-être. En fait, en réalité, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment aussi ne pas se fier au titre de... Anne s'est fait vacciner, donc Oui, aussi. Alors, c'est pas pour vouloir faire de la pub, mais maintenant, il y a Pfizer en Côte d'Ivoire et je me suis fait vacciner. Jusqu'à présent, tout va bien. Et personnellement, j'ai subi aucun effet sur le coup, aucune fatigue particulière, Dieu merci. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que nous sommes au niveau de l'équateur ou je ne sais pas quoi. En tout cas, les Africains ont une force en tout cas, et un système immunitaire quand même assez... C'est vrai qu'il y
il y a des vagues, il y en aura toujours. Je souhaite, hein, comme je dis... Enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas toujours quand même. En tout cas, j'espère. Quand je dis c'est une manière de parler, autant pour moi, je me reprends. Mais comme je dis, on est quand même assez, on va dire, résistant. Toujours est-il que c'est un choix. On décide de se faire vacciner ou pas, c'est un choix. Mais quand même, il faut qu'on arrête, comme tu as dit, cette histoire que oui, troisième vague. Mon cher, il y a une troisième vague là, on est là. Non, en réalité, on est là. En réalité, on est là. Et on ne se porte pas trop mal. C'est ça, on s'en sort vraiment pas trop mal. À toi. Alors moi, j'ai un crush, pour le coup. On va terminer en beauté, n'est-ce pas? C'est un monsieur, enfin j'ai failli dire jeune homme, en tout cas c'est un monsieur, un jeune homme peut-être, qui utilise des bouteilles je l'ai vu, oui. Pour en faire des objets d'art, des objets de décoration. On sait très bien à quel point les bouteilles peuvent être polluantes. Et lui, il a décidé de les utiliser pour apporter un peu de gaieté, un peu de charme dans nos intérieurs. Et je trouve ça de la décoration trop beau. Voilà, de la décoration, je trouve ça très, très beau. À côté de lui, il y a d'autres personnes. Hein. Il y a une jeune femme qui utilise des capsules de café. On sait aussi à quel point c'est super polluant. Et elle l'utilise pour en faire des tableaux, des chaises, et des meubles et tout ça. Et je trouve ça très, très beau. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Je pense que des initiatives comme ça, il faut vraiment les encourager. Ouais. Il faut même peut-être les financer pour réduire la pollution à Abidjan. Et continuer à sensibiliser parce que, en fait, la sensibilisation sur la question de l'environnement, elle doit se faire au quotidien parce qu'en fait, on ne voit pas ça forcément comme une priorité. On peut faire rentrer ça dans Non, il faut. Non, mais il faut. En fait, quand on pense environnement, on pense que c'est lointain, mais en fait, ça nous concerne. Moi, j'ai un problème. Pour revenir aux véhicules. On interdit des véhicules de moins de 5 ans à rentrer, mais par contre, on continue de laisser certains véhicules qui font sortir de la noirceur de leur pot d'échappement rouler en Côte d'Ivoire. Bon, je trouve que c'est paradoxal. Tu vois. Écoute, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, arrêtons de polluer. Et puis, donc, c'est bien de s'inspirer de ces artistes et de ces artisans qui donc choisissent, eux, de contribuer à une réduction de l'impact carbone et puis des émissions de gaz à effet de serre. Il faut arrêter. Hein? Bon, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette édition des Femmes d'ici. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission. D'ici là, restez accrochés à vos postes de télévision pour la suite des programmes de la nouvelle chaîne ivoirienne. À demain.